pas rester pour écouter l'ensemble des interventions, mais je tenais à être présent. Je voudrais évidemment saluer Monsieur Rabbin qui est à Paris, mais qui était le fils du grand rabbin Sirat, sa première épouse, et nous fait l'honneur de sa présence, et l'ensemble des... Sa fille, oh pardon. Moi, ne voyez pas une touche de misogynie, plus une maladresse. Voilà, je voudrais saluer Max Levita qui a été élu de 1983 à quasiment 2003 à la ville de Montpellier et qui évidemment, aux côtés de Georges Frêche, a contribué à cet engagement à nos côtés du grand rabbin Sirat en lien à Montpellier. Je voudrais saluer beaucoup de monde, et en fait je vais dire chers amis, parce que ici il y a beaucoup d'amis, Je vais, avant de revenir à Montpellier, m'échapper parce que, en tout cas, j'ai eu l'immense honneur, par l'intermédiaire de Jean-Didier Lévy et de Alain Zilberman, d'être invité par le président du consistoire Elie Korsia pour une convention qui s'est tenue en Israël qui à la fois fédérait, le mot est peut-être le bon, les présidents des communautés, des élus de toute sensibilité, de gauche, de droite, et nous avons fait une forme de périple qui fut évidemment à titre personnel très enrichissant, très inspirant, et la mémoire du grand rabbin Sirat était souvent évoquée dans les repas par Chaim Korsia, évidemment, avec l'humour qu'on lui connaît, mais aussi dans les échanges ici, et toute la mémoire des rabbins dans notre ville, évidemment, le rabbin Chili avec sa place, sa mémoire, et rappelant, quand j'ai l'honneur d'être maire de Montpellier avec des communautés de toute la France, les liens très forts qui existent entre Montpellier et la communauté juive. Je veux le dire, et ça m'a beaucoup touché, cher Max, je le dis parce que si évidemment je connais l'importance de la communauté juive dans notre vie depuis multiséculaire, je n'avais pas mesuré à quel point elle avait une renommée à travers les autres communautés des autres villes de France. Et à l'occasion, finalement, c'est quand on voyage, et pas n'importe où, en Israël, j'en ai davantage pris encore la mesure. Je voudrais ici en faire ce premier écho. Le second, c'est finalement les liens qui ont existé entre Georges Frêche et le grand rabbin Sirat, et donc l'équipe municipale au tournant du siècle, par un acte fondateur, sont le renouvellement du lien multiséculaire qui existe entre le pouvoir politique à Montpellier et la communauté juive à travers les âges. Ce lien est très fort. Évidemment, cette histoire est connue, celle de l'édit de Guillaume VIII, et qui favorise l'essor de la médecine et le rôle très important de la chère professeur Yonkou, qui nous éclairait. Je m'autorise une petite joke, comme on dit maintenant. Hier, la Gazette est venue voir la bibliothèque du maire. Et donc, il y avait votre ouvrage. Voilà, sur les juifs de Lunel, etc. J'étais là, donc je lui montrais, je disais, c'est très important qu'il y ait cet ouvrage à côté de moi, parce qu'il m'arrive de devoir prononcer des discours, et moi, ma bibliothèque, elle doit être très utile. Voilà. Je ferme la parenthèse, on verra si c'est dans la Gazette la semaine prochaine. Enfin, voilà, et donc, ces liens qui unissent la ville avec la communauté juive. Et donc, il y a beaucoup d'histoires ainsi. Il y a des histoires, celle du Mazor, que nous avons présentée avec le mage qui est dans les archives municipales, qui nous rappelle qu'au XIVe siècle, la présence de la communauté était très forte, malgré les décisions funestes du roi de France. Mais le mikvé, l'ensemble de la barannerie, qui rappelle l'importance de la communauté au Moyen-Âge et qui a été redécouvert sous les travaux d'Alain Jansac,
professeur Yankou et d'un certain nombre de personnalités qui ont permis que l'Institut Maïmonide trouve ici lieu de conférence. Et alors moi, cher Max, je me dois d'évoquer un souvenir. Dans cette petite salle là à gauche, j'étais à l'époque jeune élu à la culture, et je me souviens de Georges Frêche qui ouvrait les travaux de l'Institut comme il est de coutume. Je ne suis pas assez honoré, pardon. Qui disait de la fosse, il faut s'occuper des travaux du milieu. Avec sa voix évidemment légendaire. Ce sera chose que nous ferons, puisqu'ensemble nous allons aller visiter le milieu. Et donc, je viens là à ce qui nous lie au grand rabbin Sirat et à Montpellier, c'est la fondation de l'Institut Maïmonide. Lieu de la connaissance et de la pensée, qui a accueilli d'innombrables personnalités du monde intellectuel. J'ai eu l'honneur de recevoir Liba Mavi en mon bureau et avoir un échange et qui me disait combien pour lui venir à l'Institut sous la direction de Michael Yankou était un bonheur et pour nous, Montpelliérains, était une fierté. Et donc c'est une grande aventure intellectuelle qui, par la rencontre entre le maire Georges Frêche et le grand rabbin de France, s'est tenue par la création de l'Institut Maïmonide et qui éclaire des lumières notre vie. Au fond, c'est cela, le lien qui existe entre le grand rabbin et Montpellier. Évidemment, moi-même, avec Chaim Corsia, il se trouve que j'avais des liens anciens et quand nous sommes venus parler de l'histoire, cher Roger, de la présence juive en Occitanie, dans ce colloque absolument incroyable dans la faculté de médecine où il nous faisait part de son érudition. Et donc, il est lié à la mémoire de notre vie. Pas que, mais beaucoup. Et comme si nous avions ici, sur l'épaule du maire actuel et du maire futur, la nécessité de réaffirmer, de renouer ce lien multiséculaire entre la communauté juive et la ville. Et donc, je veux ici porter ce propos et exprimer ma gratitude, finalement, pour ce choix. Et de voir, à cet instant, c'est pas assez compris, mais je l'ai dit avec une certain humour très relatif, mais les souvenirs d'étudiants sont là, mais Maïmonide, Averroès, Thomas d'Aquin. Trois figures intellectuelles du Moyen-Âge, qui, dans ces temps obscurs, où les hommes se querellaient pour la foi, parfois à s'en déchirer, eh bien, les controverses académiques, les livres étaient passeurs, étaient source de rencontres. Et finalement, comme le grand rabbin Sirat, Georges Frêche, comme le devoir qui doit nous habiter en tout instant pour que la pensée puisse s'exprimer, se rencontrer, nous élever, quitte à en ressentir des désaccords, des questionnements. Mais c'est cela qui nous est offert à travers l'Institut Maïmonide. Et donc, je veux ici saluer sa mémoire. Je me dois, mais je crois que ce sera évoqué, évidemment, exprimer peut-être comme personnalité publique le grand travail qui a été accompli en faveur du dialogue interreligieux dans des temps qui furent extrêmement préoccupants après l'entrée de notre monde, du monde occidental, dans l'ère des attentats, comme on le dit, ceux du 11 septembre 2001, évidemment, et qui ont frappé, mais je dis l'ère des attentats parce que malheureusement, la terre d'Israël a subi avant les attentats et on ne doit pas sombrer dans des relativismes. Le terrorisme est un combat qui nous oblige tous. Voilà, donc saluer cela, saluer finalement cet immense passeur, cet homme habité de la controverse et qui nous montre que Maïmonide, Averroès, Thomas d'Aquin, une forme de modernité qui nous oblige. Voilà, je ne vais pas être plus long, je ne vais pas m'égarer, parce que je pourrais parler, mais je fais ici un serment, c'est d'abord d'honorer sa mémoire. J'aurai le moment venu, en lien avec vous, avec l'Institut, outre ce temps ce soir, d'inscrire dans la mémoire de la ville le grand rabbin Sirat. Nous en définirons ensemble les formes
de celles qui vous sembleront les plus justes, les plus à propos. Mais évidemment, c'est aussi c'est par cela que j'ai commencé, poursuivre ce lien multiséculaire qui existe entre la communauté juive et la ville de Montpellier. Voilà. Cela est essentiel et c'est le meilleur moyen d'honorer cette mémoire à mes yeux, en ma qualité de maire et de Montpellier évidemment, mais aussi ici chacun sait et connaît l'engagement qui est le mien pour que nous puissions en permanence affirmer ces phrases qui étaient prononcées à la fin du XIXe siècle avant l'épisode de l'affaire Dreyfus, heureux comme un juif en France. Voilà. Quelqu'un d'aussi indélicat que moi, qui est obligé de vous quitter alors qu'il pourrait nourrir sa réflexion. Mais je dois aller au printemps des comédiens parce que les collégiens de Montpellier jouent Shakespeare. Et ils méritent que l'honneur et je les salue, tellement cela doit nous procurer bonheur et fierté qui s'élèvent par l'esprit, y compris le marchand de Venise, qui nous raconte. Voilà. Est-ce que je peux vous remettre de mémoire de mon père? J'en suis très honoré. Voilà. Merci à vous. Merci. Et donc on travaille sur ça. Merci. Merci à tous. Merci. Pardonnez-moi. À présent, discours de Michael Yampou, docteur en histoire, directeur de l'Institut universitaire Maïmonide Averroès, Thomas Damien. Cher Michael Delafosse, maire de la ville de Montpellier, président de la métropole, mesdames et messieurs les élus, les représentants des cultes, les présidents d'associations, chère Fanny Sirat, mesdames et messieurs, chers amis. C'est avec une grande tristesse que nous avons appris en février dernier la disparition de notre président fondateur, l'universitaire et ancien grand rabbin de France, René Samuel Sirat. Homme de paix, engagé de la première heure dans le dialogue interreligieux, il avait fondé avec Georges Frêche en 2000 l'Institut Maïmonide. Que son âme soit bénie et son nom inscrit dans le faisceau des vivants. La carrière de René Samuel Sirat. Il était né le 13 novembre 1930 à Beaune, en Algérie, et c'est à Paris et à Strasbourg qu'il poursuivra de brillantes études qui lui permettront de mener une double carrière tant rabbinique qu'universitaire. Il obtient très jeune, dès 1952, son diplôme du Séminaire israélite de France, seul établissement supérieur de formation rabbinique, devenant à 21 ans le plus jeune diplômé depuis la fondation de cette prestigieuse institution à Metz en 1847. Successivement rabbin de Toulouse et de 13 villes environnant le chef-lieu de la Haute-Garonne, il a été nommé en octobre 1955 directeur de l'enseignement religieux de l'Association consistoriale israélite de Paris et aumônier de la Jeunesse juive de France, fonction qu'il a occupée jusqu'au milieu des années 60. En 1967, l'ancien élève du Séminaire israélite de France y devient professeur, poursuivant son enseignement jusqu'en juin 1980, date à laquelle il est élu grand rabbin de France pour un mandat de 7 ans. Il a rempli avec succès cette lourde charge, jouant un rôle important dans le développement des institutions culturelles et de la vie religieuse du pays. En même temps, et nous le savons tous, il fut très actif sur le plan international. Il fut le seul rabbin, en effet, à participer aux accords de Genève qui permirent de trouver une solution aux graves problèmes posés par la création du tristement célèbre Carmel d'Auschwitz en 1986. Il a apporté une contribution décisive aux travaux de la commission coprésidée par le cardinal de Courtrai et maître Théo Klein, alors président du Conseil représentatif des institutions juives de France, en harmonie avec les cardinaux Lustiger, Macharski et Daniels, Théo Klein et Jean-Marie Lustiger, qui ont d'ailleurs été invités par l'Institut Maïmonide. En janvier 88, il devient grand rabbin du consistoire central et entre 89 et 97, il est président du conseil permanent de la conférence des rabbins européens. Représentant régulièrement la conférence,
dans les rencontres interreligieuses. La carrière universitaire. Diplômé en 1957 de l'École nationale des langues orientales vivantes, qui deviendra en 1969 l'Institut national des langues et civilisations orientales, l'INALCO, c'est à l'Université de Strasbourg qu'il obtient sa licence d'hébreu en 1962, sa maîtrise une année plus tard, et son doctorat en 1965 sous la direction du regretté professeur André Neher, de mémoire bénie, alors responsable de l'unique section d'études hébraïques en France. Nommé assistant à l'INALCO en 1958, puis professeur titulaire de la chaire d'hébreu en 1965, il y exerce les fonctions de directeur de la section d'études hébraïques pendant 30 ans, 1966-1987. Et c'est grâce à lui, oui, c'est grâce à lui que cette modeste section va vite se transformer en l'un des plus importants centres d'études juives en France et en Europe. 15 étudiants en 1965, 900 en 1996. Au moment de son départ à la retraite, en une trentaine d'années, plus de 10 000 étudiants ont acquis des connaissances relatives aux divers aspects de l'histoire et de la civilisation du judaïsme et d'Israël. Utilisant les possibilités offertes par les diplômes spécifiques de l'INALCO et les diplômes nationaux, René Samuel Sirac accompagne l'enseignement de la langue et de la littérature hébraïque moderne de celui de l'hébreu biblique et talmudique, renforcé par l'étude de l'araméen. De plus, il a soutenu la création de nouveaux enseignements, les principales langues juives, le yiddish, le judéo-allemand, le judéo-espagnol, le judéo-arabe, et a fait introduire dans les programmes des cours d'art, de sociologie, de pensée juive médiévale et moderne. Il a également été durant de longues années directeur du département Proche-Orient de l'INALCO, qui regroupait plus de 3000 étudiants par an. Il s'agissait d'études arabes, hébraïques, persanes, turques et même pachtoun. Membre du conseil scientifique de cet établissement, il a par ailleurs présidé pendant 10 ans la commission des spécialistes chargés d'élire les maîtres de conférences et les professeurs. Il est à l'origine de la création en 1968 du département d'études hébraïques à l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, où il a également enseigné à la fin des années 60. En 1970, l'Université hébraïque de Jérusalem l'invite à diriger le département de l'enseignement de l'hébreu pour les étudiants étrangers, mission qu'il accomplit jusqu'en 1973 dans le cadre des accords culturels franco-israéliens. C'est en 1986 qu'il se voit confier par le ministère de l'Éducation nationale la direction de l'école des hautes études du judaïsme, dont il fut le véritable fondateur. René Samuel Sirac est également à l'origine de la création de plusieurs institutions d'enseignement qui ont rendu d'immenses services. En 1988 est fondée l'Académie Hillel, dont il assure la présidence, et qui, sous l'égide de la FJF, la Fondation du judaïsme français, eut pour but d'allouer des bourses à des doctorants, d'organiser des grandes conférences internationales et d'aider les instituts d'études juives à se développer. Et c'est naturellement qu'en 1989 voit le jour l'Institut européen Rachid III, le grand frère de l'Institut Maïmonide. Il est son directeur et après 1996, son président. Cet institut regroupe en 2177 étudiants, une convention avec l'Université de Reims qui lui permet de dispenser des enseignements pour les étudiants des 2e et 3e cycles. Cet institut a été créé pour aussi promouvoir la figure de cet immense érudit, de ce Chacham, Rabbi Shlomo Yitzhaki. Et la Poste française a même publié un timbre à son effigie, qui est une fierté pour le judaïsme de Tzarfat, quand ici les Thibonides, les Kimrides, sont les érudits de cette Occitania iodalica. En 1992, pour marquer le 500e anniversaire de l'expulsion de l'Espagne, il décide de fonder l'Université séfarade européenne, devenue ensuite l'Université juive européenne qui va présider et où une centaine d'étudiants vont suivre de nombreux cours qui leur seront proposés. En 1995, et il y était très attaché, c'est la naissance de l'Institut de connaissance des religions du livre, institut qui alloue des bourses à des étudiants de 3e cycle, chrétiens, musulmans et juifs, ce trident abrahamique, je reprends ces termes, spécialiste de théologie, d'histoire des idées, et qui effectue pour une large part sous sa direction des travaux de recherche dans ces domaines. En 1998, il est le directeur fondateur de la chaire UNESCO Connaissance réciproque des religions du livre et de l'enseignement de la paix.
La chaire organise des rencontres interreligieuses et participe à l'organisation de sessions de la faculté itinérante des religions du livre, dont l'une a eu lieu en 2001, organisée par l'Institut Bonastrux Saporta de Gérone, près de Barcelone, et par l'Institut Maimonique de Montpellier. En 1999, il crée la maison de l'étude, le Beit Alimoud, au Centre communautaire juif de Paris, où il dispense pour une centaine d'étudiants des cours d'hébreu, de Bible, de Tanakh, de pensée juive, de philosophie et de littérature rabbinique. Une année plus tard, il devient président fondateur, avec le professeur Georges Frêche, tous deux en leur qualité d'universitaire, de l'Institut universitaire euro-méditerranéen Maïmonide de Montpellier, qui deviendra en 2016 l'Institut Maïmonide Averroès Thomas d'Aquin. En 1999, je fais un petit aparté, Michel Bensoussan me confie la responsabilité de la table ronde de la Journée de Jérusalem, organisée par le Centre culturel Juif Nouvelle. Et je décide d'inviter René Samuel Sirah. Il vient et il participe à une table ronde avec Marie Vidal, le journaliste Victor Malka et Yigal Palmore de l'ambassade d'Israël. Et il dit, c'est pas normal qu'au sud de l'histoire glorieuse du judaïsme occitan, on n'est pas sans savoir, on a beaucoup démontré ces dernières décennies, que Montpellier et ses voisines ont été effectivement une plaque tournante pour l'intellectualisme séfarade et de provincia. Les Juifs ayant été des passeurs de culture entre l'Ibérie musulmane et la chrétienté féodale, avec des cénacles de savants et arabisants, latinisants, c'est pas normal que, sachant cette rude, cette belle, cette glorieuse histoire, il n'y ait pas un institut d'études juives qui valorise cela. Georges Frêche, qui était présent au premier rang, le prend en mot dès qu'il descend de la tribune, et c'est ainsi que quelques mois après a été créé l'Institut Maïmonide, devenu l'Institut Maïmonide Averroès Thomas d'Aquin. Et cette transformation en 2016, finalement, devait se faire parce qu'en 2001, Georges Frêche et René Samuel Sirah souhaitaient déjà élargir effectivement le champ d'action de l'Institut Maïmonide, Averroès et Thomas d'Aquin un siècle plus tard, ce trident abrahamique recomposé en toute modestie à Montpellier. Parallèlement à ses fonctions d'enseignant, René Samuel Sirah a eu l'honneur d'être chargé d'une mission d'inspection générale auprès du ministère de l'Éducation nationale. À ce titre, il crée en 1974 le certificat d'aptitude au professorat d'enseignement secondaire, le CAPES d'Hébreu, et en 1977, s'il vous plaît, l'agrégation d'Hébreu moderne. Il a assuré la présidence de ces jurys prestigieux depuis leur création jusqu'en 1980, date à laquelle, après son élection comme grand rabbin de France, il a dû, en raison de son devoir de réserve, renoncer à ses fonctions d'inspecteur général. L'inspecteur général Sirah a opéré une véritable révolution par l'introduction de l'enseignement de l'hébreu dans de très nombreux lycées et collèges. Son œuvre n'a fait que progresser, et en 1993, l'hébreu était enseigné en 13 académies, le nombre d'élèves s'élevant alors à plus de 5000. René Samuel Sirah était également l'auteur de nombreuses publications. Alors en conclusion, si je ne devais retenir qu'une seule chose de la vie et de l'œuvre de René Samuel Sirah, ce serait sans nul doute le dialogue. Apôtre du dialogue, fanatique du dialogue, l'un des premiers au lendemain de la Shoah et de la déclaration Nostra Aetate du Concile Vatican II, qui entendait poser les bases effectivement d'une fraternité retrouvée entre frères et monothéistes. On le doit à Jules Isaac, dont un colloque organisé par Carole à la rentrée aura lieu, et par le souverain pontife Jean XXIII. C'est au lendemain, effectivement, de cette volonté d'une fraternité retrouvée que le grand rabbin Sirah, professeur Sirah, s'engagera en France dans le dialogue multiconfessionnel entre les religions juives, ce trident monothéiste, cette fraternité d'Abraham. Sa vie, son combat et son œuvre sont déclinés autour du dialogue. Il a été l'un des rares représentants de la loi mosaïque, la loi de Moïse, à avoir été invité dans plusieurs pays arabes bien avant les accords d'Abraham, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Le pape Jean-Paul II l'avait d'ailleurs convié lors de son voyage en Israël afin qu'il soit présent avec lui au côté la Maharavi, au mur des lamentations. C'est au professeur et au rabbin Sirah qui l'a demandé. Personne d'autre. Cette notion de dialogue interreligieux est d'ailleurs l'un des piliers voulus, je l'ai dit précédemment, par le professeur Sirah lorsqu'il crée donc en 2000, en sa qualité d'universitaire, avec le professeur Georges Frêche, ancien député maire de Montpellier, l'Institut Maïmonide. Et Michael Delafosse, actuel maire, était présent, effectivement, dès l'origine.
Cet institut, créé 15 ans après avoir inauguré le mikvé médiéval de notre cité, l'un des rares mikvaot euro-méditerranéens retrouvés, toujours cachés, toujours ici, bijou de l'art roman qui suscite la fierté des Montpelliérains, deuxième monument le plus visité lors des Journées du patrimoine. C'était un être d'exception, un homme que l'on aimait écouter, entendre. Enfin, la douceur de sa voix n'avait d'égal que la force de ses convictions, son érudition et sa sagesse. Montpellier a eu la chance de le rencontrer, mais c'est point fortuit lorsque l'on songe au cénacle de savants hébraïsants, arabisants, hellénisants, latinisants, qui ont essaimé ici même pour la période médiévale. Je vous remercie. À présent, veuillez accueillir M. Gabriel Sirac, physicien et inventeur, fils de René Samuel Sirac. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des cultes, mesdames et messieurs, j'aimerais débuter en témoignant de la gratitude de toute notre famille pour cette cérémonie d'hommage en l'honneur de mon père. Mon père a été extrêmement touché par votre présence. Je remercie particulièrement Carole, Daniel et Michael Yanclus pour l'avoir organisé dans cette ville de Montpellier à laquelle il était profondément attaché. Mon père était un homme croyant. Mon père était un homme modéré, mais surtout il était un homme bon. Il suffisait d'être dans le besoin pour faire partie de la grande famille et entrer de plein droit dans la maison, totalement ouverte, où j'ai grandi avec mon père, ma mère Colette et mes sœurs. Mes cousins, mes grands-parents paternels y ont habité à la période du départ d'Algérie, pour notre plus grand bonheur à nous les enfants. Les dîners du Seder avec 30 personnes, les repas du Shabbat où chacun était le bienvenu, c'était ça mon enfance. Il a été l'un des derniers représentants des rabbins ayant grandi en Afrique du Nord, se montrant toujours bienveillants, non dogmatiques et ne passant pas leur temps à interdire. Je pense que l'enseignement qu'il a le plus souvent répété mon père était l'ifnim meshurat hadin, c'est-à-dire de ne pas systématiquement respecter la loi avec rigueur ou avec dureté, mais faire preuve de chesed, écouter et se montrer compatissant avec les fidèles. Après le remariage de mon père avec Nicole, leur maison a aussi été ouverte à toute cette grande famille et comme avant, à tous ceux qui étaient dans le besoin de chaleur humaine. Pour les Shabbats et les fêtes, chez mon père et Nicole, tous les membres de la famille étaient toujours invités, et avec eux, tous ceux qui n'avaient pas d'autre endroit pour fêter, qui étaient intéressés par la fête, tout simplement par le repas de Shabbat. Mon père était français, et il en était fier. Fils d'un père décoré à Verdun, il adhérait totalement à la nation française et à ses valeurs républicaines et laïques, sans aucune réserve. Mon père n'acceptait aucune concession sur le droit des femmes. Il militait pour que le judaïsme orthodoxe accepte l'égalité homme-femme totale, sans être influencé par les préjugés surannés des siècles précédents. Il m'avait rappelé il y a très peu de temps qu'il était pour l'ordination de femmes en tant que rabbin à part entière. Ma mère Colette a été d'ailleurs, dès 1957, la première femme de rabbin à travailler en dehors de la communauté au CNRS. Mon père croyait en l'écologie et la sauvegarde de la planète. Nous avons participé ensemble tous les deux à une rencontre œcuménique sur un bateau au large du pôle Nord, dont le sujet était l'apport des religions à l'écologie et le dialogue entre l'écologie et les religions. Mon père reconnaissait les droits de chaque être humain, quelle que soit sa religion, son statut ou son handicap. Il a œuvré toute sa vie pour le droit des handicapés, en particulier le droit des aveugles, à travers l'association Nagila. Mon père était sioniste, sans aucune restriction et sans guillemets. Il rappelait souvent que son maître, le grand Rav Naouri, avait en 1949 décrété l'anniversaire de la proclamation de l'indépendance d'Israël comme une fête religieuse de plein droit. Il reconnaissait et chérissait le caractère séculaire de l'État d'Israël. Il le considérait comme un acquis essentiel qui permettait à l'ensemble des citoyens, juifs, musulmans, chrétiens, laïcs ou religieux, de vivre ensemble. Il prenait en toute chose le compromis. Il serait abasourdi et profondément triste et choqué par les derniers événements. Comme il a été
très gentiment rappelé, mon père né en 1930 à Bonn, en Algérie, petit dernier après 2 frères et 2 sœurs, Henriette et Rachel, dont il restera extrêmement proche. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à l'initiative de son maître, le grand rabbin Naoui, il part en France à la Yeshiva d'Aix-les-Bains, puis au Séminaire israélien de France, sous la direction des grands rabbins Liber et Chili et la famille Goulinag. Il est en compagnie de 2 camarades avec lesquels il formera un trio amical tout au long de sa vie, Saül Naoui et Emmanuel Chouchna. Il s'agit en devenant rabbin de participer à la refondation du judaïsme français après la Shoah. À l'école rabbinique, il rencontrera une génération de rabbins exceptionnels qui ont permis le renouveau du judaïsme français. Ce sont les chefs spirituels qui restaureront et façonneront la communauté. Des gens de double culture, française et juive, des gens avec un engagement universel et pas seulement envers leur peuple. D'Ephraim Rosen, un survivant de l'Holocauste de Birkenau, qui ne connaît pas un mot français, à Roger Kahn, un Chosar de Tchouva, qui ne connaît presque rien au judaïsme. À la sortie de l'école rabbinique, il est ainsi brièvement rabbin à Clermont-Ferrand et à Toulouse, avant de devenir aumônier de la jeunesse. Entre-temps, il a épousé ma mère Colette, avec laquelle il aura 3 enfants, Hélène, ma sœur Zitrona Lebratra, Gabriel moi-même et ma sœur Annie Rivka, qui est présente. Il partagera tout au long de sa vie une totale complicité intellectuelle avec ma mère Colette. Dans son poste de rabbin de Toulouse, il avait eu l'honneur de côtoyer et d'échanger avec le cardinal Saliège, Zecher Tzadik Livracha, un juste parmi les nations et un compagnon de la libération. Je suis d'ailleurs peut-être un des seuls juifs à avoir été béni par le cardinal Saliège à ma naissance. Parallèlement au rabbinat, il mène des études universitaires et devient professeur d'hébreu à l'INALCO, dont il dirige de 65 à 92 la section d'études hébraïques et juives. Il considère que la résurrection de l'hébreu, comme l'ont parlé l'hébreu moderne, renouvelé à la fin du XIXe siècle par Eliezer Ben Yehuda et les philologues sionistes, était un des vecteurs principaux du renouveau juif, de son intégration en une seule nation à partir de communautés disparates et la colonne vertébrale du nouvel État d'Israël. Il a œuvré toute sa vie pour l'intégration de l'hébreu en tant que membre de plein droit dans l'ensemble des langues vivantes en France. Il était nécessaire de structurer l'INALCO en une structure universitaire d'enseignement de l'hébreu moderne, comme une langue vivante et non comme une langue morte, telle que le sont le latin ou le grec. Il le fera sans jamais aucune concession sur la rigueur académique. Il sera aussi le traducteur officiel du général de Gaulle et de Georges Pompidou au cours des discussions avec le Premier ministre israélien Elie Cohen. Il obtient de plus l'enseignement de l'hébreu dans de nombreux établissements scolaires et crée le CAPES et l'agrégation d'hébreu. Il crée également les instituts universitaires à Montpellier, à Troyes et à Neuilly. Les structures qu'il a bâties ont toujours été reconnues et appréciées pour la qualité de leur enseignement. En 1980, il devient grand rabbin de France, succédant au grand rabbin Jacob Kaplan. Durant son mandat, épaulé par une équipe exceptionnelle, comprenant le rabbin Daniel Gottlieb Zal et Daniel Kahn, il œuvre en faveur de la création d'écoles juives, multiplie les visites aux communautés de banlieue parisienne et de Provence. Il multiplie aussi les actions en soutien aux juifs du RSS. À son départ de grand rabbinat, il aura dépassé les 100 établissements d'écoles juives en France, le chiffre qu'il avait prédit à son élection au grand rabbinat. Dans son poste de grand rabbin de France, il avait tenu à développer le dialogue interreligieux, non seulement avec les catholiques, mais aussi avec les autres obédiences chrétiennes, et surtout avec les représentants de la religion musulmane, avec lesquels il avait développé des liens de confiance et d'amitié. Mon père croyait en l'amitié entre les religions, dans le respect de leurs différences. Il a œuvré toute sa vie pour le dialogue, rappelant que son frère Edmond a été assassiné par le FLN en sortant d'une synagogue. Durant l'affaire du Carmel de Schwytz, il est celui qui convainc les dignitaires catholiques que le camp d'extermination doit demeurer un lieu de silence. À la fin de son mandat de grand rabbin de France, il multiplie les initiatives de dialogue interreligieux. Mon père a été un acteur et un partenaire de la Teshuvah de l'Église catholique vis-à-vis du monde juif, enclenchée avec la déclaration du Concile Vatican II, Nostra Aetate. Dans cette déclaration, l'Église confessait ses origines, reconnaissait la permanence du peuple d'Israël et s'engageait à lutter contre l'antisémitisme. C'était témoigner que les rapports entre juifs et chrétiens
ayant été posée sur un juste fondement, la collaboration, l'estime et l'amitié étaient possibles dans le respect de la différence. Il a été directeur fondateur de la chaire UNESCO, connaissance réciproque des religions du livre et enseignement de la paix. Dans ce cadre, il a soutenu le projet Aladdin de l'UNESCO pour combattre l'extrémisme, l'antisémitisme et l'intolérance par l'éducation. Il avait fondé avec Georges Prech, alors maire de Montpellier, l'Institut Maïmonide de Montpellier. Il a été fondateur de la maison de Rachid à Troyes et il a été le président fondateur de l'Institut universitaire européen Rachid de Troyes qui l'initia avec Robert Gallet, alors maire de Troyes. En 2017, il fera don de sa bibliothèque canonique. Il a été associé au métropolite Damaskinos Papandréou, aux représentants les plus éminents d'autres religions du monde chrétien et musulman, et à M. Jamel Daniel, pour la création de la Fondation pour la recherche et le dialogue interreligieux et interculturel. Cette fondation allait être la base de toute une démarche positive, encourageant les uns et les autres à se connaître, à réfléchir et à agir ensemble, dans le but du mieux-être d'une communauté mondiale très éprouvée. Il a participé activement à la création du programme postdoctoral dans le domaine du dialogue interreligieux et interculturel, en collaboration avec l'Université de Genève. En 2018, il a été reçu en audience privée par le pape François à l'occasion du 20e anniversaire de la rencontre interreligieuse d'Assise. Et c'était d'abord mon père. Nous étions très proches et très complices. Nous partageons nos joies et nos soucis, nos projets, nos vues sur le monde. Au revoir, papa. À présent, lecture du discours de Mireille Hadas-Lebel, historienne antiquisante, professeure émérite à l'Université Paris-Sorbonne, présidente de l'Institut universitaire Maïmonide Averroès Thomas d'Aquin, par le professeur Carole Yambou. Chère famille Sirap, mesdames et messieurs, Mireille Hadas-Lebel, la présidente de l'Institut Maïmonide, pour des raisons personnelles, n'a pas pu être présente et m'a demandé de lire son propos, qui s'intitule « Dès l'université au dialogue interreligieux, un homme d'ouverture ». Au-delà de la fonction de grand rabbin, pour laquelle il est principalement connu, je voudrais mettre l'accent sur deux aspects de l'homme d'ouverture que fut René Samuel Sirap. L'universitaire et l'homme du dialogue interreligieux. Il fut d'abord pour moi, qui était associé à sa carrière universitaire de très près, le restaurateur des études hébraïques en France. Mes souvenirs remontent à ses premières années d'enseignement de l'hébreu au sein d'une institution qui ne s'appelait pas encore INALCO, mais déjà LANGZO, ou École nationale des langues orientales vivantes. Dans cette école créée par la Convention en 1795, pour les besoins de la diplomatie et du commerce, les principales langues représentées avaient été à l'origine le turc, le persan et l'arabe. Nulle place à l'hébreu dans cet Orient reconstitué. Il était au mieux réservé au Collège de France parmi les langues mortes. Pour Ernest Renan, comme pour ses prédécesseurs à sa chaire, seul comptait l'hébreu biblique et les Juifs avaient survécu à l'état de, entre guillemets, squelette vivant pour le transmettre. C'est à partir de l'année 1936 que les autorités françaises prirent acte de la résurrection de cette langue antique sur la terre qui l'avait vue naître et instaurèrent un cours d'hébreu moderne vite interrompu par la guerre. Le jeune rabbin René Sirap, aumônier de la jeunesse, prit ses fonctions comme répétiteur d'hébreu en 1958 auprès d'un hébraïsant et yiddishisant d'origine roumaine, Mendel Horowitz. Je revois ce petit amphithéâtre aux 2 rues de Lille, situé au rez-de-chaussée à droite au fond de l'entrée, ces gradins garnis d'une dizaine ou quinzaine d'étudiants, ou d'ailleurs majoritairement d'auditeurs libres, de tout âge, de toutes origines. Au premier rang, Chaim Vidal Sefira, qui après l'horreur des camps, faisait un retour à sa langue maternelle, le judéo-espagnol, une sœur de Sion, appelée à rejoindre un couvent en Israël,
une grand-mère qui voulait apprendre la langue de ses petits-enfants, 4 ou 5 jeunes étudiants, dont Raphaël Hadas Lebel, qui avait déjà une large avance sur tous. Elle est devenue le mari de Mireille Hadas Lebel. Il y avait 2 séances par semaine, le lundi et le mercredi. Très ponctuellement, le jeune répétiteur, timide et rougissant, arrivé quand la leçon du chargé de cours s'achevait, il était salué d'un tonitruant « Bonjour, monsieur Syrah », prononcé avec un fort accent roumain. Alors commençait la répétition, qui consistait de fait en un cours de thème. Les textes à traduire n'étaient pas faciles et l'on sortait émerveillé des trouvailles linguistiques du traducteur en chef. Tel fut le scénario hebdomadaire de novembre 1960 à juin 1962. Je ne me souviens que d'une seule absence de René Syrah. C'était en janvier 1962. Il revint la semaine d'après, portant les signes d'un grand deuil. Il venait d'enterrer à Bonn son frère, victime d'un attentat. Je ne pensais plus le revoir au Lanzo, d'autant que mon agrégation, obtenue la même année 1963 que le diplôme d'hébreu, m'appelait à enseigner le français, le latin et le grec. C'était sans compter avec les répercussions de l'histoire sur les destinées individuelles. Au lendemain de la guerre de 6 jours, René Syrah, élu depuis peu à la chaire d'hébreu moderne, comprit tout de suite que l'enseignement de l'hébreu allait en ressentir les effets. À cette chaire était déjà associé un cours d'histoire des Juifs et d'Israël confié à la charismatique Lili Scher, moi-même je l'ai connue, c'était une grande dame, et un cours de Yiddish confié en 1962 à Alex Derjanski, connu dans la salle. Pour l'hébreu, un répétiteur venu désormais d'Israël n'était plus suffisant. C'est ainsi que me fut offert un poste de maître assistant en février 1968, suivi 9 ans plus tard d'un poste de professeur. Une fois qu'il avait choisi les membres de son équipe, et celle-ci ne fit que s'accroître au fil du temps, René Syrah lui faisait une entière confiance, obligeant chacun à se dépasser lui-même pour donner plus d'éclat à l'enseignement de l'hébreu et l'éviter des sommités par les linguistes israéliens tels Chaim Rosen, Chaim Rabin et plus tard Shlomo Morag, David Téné, Moshe Baracher, membre de l'Académie roumaine, j'ajoute moi. Après leur passage, il fallait prendre la relève et l'on se sentait obligé de s'y mettre pour répondre à sa confiance. René Syrah voyait toujours plus loin, puis encore plus loin. Il fallait accorder à l'hébreu sa place dans le concert des langues enseignées dans l'école française. Nommé chargé de mission d'inspection générale, René Syrah n'a cessé de développer l'enseignement de l'hébreu dans les établissements secondaires. Pour faire respecter cette langue, il lui fallait des maîtres dotés de titres égaux à ceux des autres langues. Ainsi fut créé, à la demande de René Syrah, un CAPES d'hébreu en 1973, puis une agrégation d'hébreu. Le jury comprenait à différentes époques les meilleurs spécialistes des universités et du Collège de France. Georges Vaida, d'origine rouvoise, Lenkako, Niki Provetsky. Les programmes établis par René Syrah étaient très exigeants. Il fallait se préparer aussi bien à des épreuves de Bible, de Talmud, d'hébreu médiéval, que des poésies de la Haskalah ou des romans modernes. René Syrah se tenait en effet très au courant de la littérature hébraïque contemporaine, prose et poésie. Je me souviens l'avoir rencontré à l'Université de Jérusalem, tenant à la main un petit livre mauve illustré d'un chat sur la couverture. Vous connaissez? C'est un roman qui vient de sortir. Michael Shelley. C'est Michael Shelley d'Amos Oz. Il s'appliquait à faire connaître tous les talents du jeune État d'Israël. C'est par lui que Oz et Ushua Appelfeld, qui représentaient alors la nouvelle vague du roman, ont commencé à être lus avant d'être traduits par d'anciens étudiants. Les membres du jury étaient amenés à le suivre dans ses découvertes littéraires. C'est ainsi que le bibliste protestant André Kako avait toujours dans sa poche
tel ou tel roman récent qu'il lisait dans le métro. Alors qu'il aurait pu céder à la facilité, c'est un rabbin, en enseignant la Bible, le Talmud, ce que l'on aurait attendu d'un rabbin, René Serrat s'en gardait bien, mais il s'est rattrapé en analysant le style des œuvres contemporaines où il savait retrouver un savant mélange de diverses couches linguistiques, d'où sa prédilection pour Shai Agnon, prix Nobel de littérature, qui se prête parfaitement à ce type d'analyse. La réputation de l'INALCO avait commencé à se répandre après les années chaotiques de 1968-1970. Malgré l'éloignement du centre de Paris, les étudiants affluaient à Asnières, puis à partir de 1974 à Clichy, où allait rester jusqu'en 2011 le département d'études hébraïques et juives, après des dizaines de projets sans suite pour loger tout l'INALCO. C'est à l'automne 1981 que René Samuel Serrat fut élu grand rabbin de France à la difficile succession du grand rabbin Kaplan. Quelques mois plus tard, Jean-Marie Lustiger avait été nommé archevêque de Paris. Une plaisanterie se répandit, partie, semble-t-il, des cercles juifs. Savez-vous pourquoi René Samuel Serrat a été choisi? Comme il avait un Ashkenaz archevêque, on a pris un séfarade au grand rabbinat. René Serrat était en effet le premier rabbin né en Afrique du Nord qui représentait l'ensemble du judaïsme français. Ses relations avec Jean-Marie Lustiger furent d'abord teintées de méfiance. Un chrétien qui continuait à se dire juif était à ses yeux choquant. Cela n'allait-il pas créer une confusion dans les esprits? Se dire juif parce que chrétien, n'était-ce pas du prosélytisme voilé? Sa nature bienveillante ne tarda pas à reprendre le dessus quand il comprit que le cardinal était un orphelin qui pleurait sa mère déportée. De fait, René Serrat avait toujours été en faveur du dialogue interreligieux. Il s'était inscrit à l'amitié judéo-chrétienne de France dès son arrivée au séminaire israélite. Les principes de cette association, repris dans chaque numéro de la revue Sens, correspondaient très exactement à sa vision d'un dialogue fraternel sans syncrétisme ni prosélytisme dans un total respect réciproque. Devenu une figure nationale, il fut vite internationalement reconnu comme un acteur majeur du dialogue entre les religions monothéistes et participa pendant et après son mandat à un nombre de rencontres qu'on ne saurait énumérer. L'affaire du Carmel d'Auschwitz montra ses qualités de médiateur aux côtés du cardinal Descourtrai en 1984 et dans les années qui suivirent. Il continua de représenter la voix du judaïsme encore après le temps de son mandat. Ainsi, en 1992, à Porto, lors de cérémonies de repentance pour l'expulsion des Juifs du Portugal, menée par le patriarche catholique de Lisbonne, il fut souvent le conférencier invité de la communauté de Sant'Egidio, dont il partageait pleinement la volonté de dialogue entre les religions. L'un de ses grands souvenirs qu'il aimait raconter fut sa rencontre avec le pape Jean-Paul II auprès du mur occidental à Jérusalem, chose qui a été rappelée par Michael. Profondément pacifiste, il chercha aussi à promouvoir la paix avec le monde musulman. Non seulement il entretint d'excellentes relations avec le recteur de la mosquée de Paris, Hamza, puis Dalil Boubaker, mais encore ses efforts en faveur de la paix furent reconnus par le roi du Maroc, qui l'accueillit à Ifrane, et le prince Hassan de Jordanie, qui l'invita à Amman. Les honneurs, de plus en plus nombreux, ne lui firent pas oublier sa vocation d'enseigner, ni changer son train de vie. Jusqu'à sa retraite en 1996, il garda une partie de ses cours au Languedoc. Par la suite, il put se consacrer davantage aux instituts qu'il avait créés au centre communautaire de Paris, ou en province, à Troyes, avec les Storachi, ou à Montpellier, avec les études maïmonides, deux foyers de culture juive médiévale. À Paris comme à Jérusalem, où il s'installa en 2013, il vivait simplement dans le cercle de sa famille et de nombreux visiteurs. À mesure que sa santé s'affaiblissait, il lui devenait de plus en plus difficile de se rendre à la synagogue toute proche pour les 3 prières quotidiennes.
Lors de ma dernière visite en septembre 2022, dans ce modeste appartement du quartier grec de Jérusalem, c'était la seule chose dont il se plaignait. Je crois pouvoir dire qu'au cours de sa vie, il avait pleinement réalisé ce modèle que prône un des plus anciens passages des chapitres des Pères, Pirkei Avot, soit un disciple d'Aaron qui aimait la paix et recherchait la paix, qui aimait les créatures et les rapprochait de la Torah. Mireille Adas Lebel. Lecture du discours d'Anoua Safran, professeur d'ophtalmologie, Université de Genève et de Paris, par l'écrivaine Marie Vidal. Monsieur le maire, Monsieur Michael Delafosse, Madame la présidente de l'Institut Maïmonide Averroès Thomas d'Aquin, Madame la professeure Mireille Adas-Ribel, Monsieur le directeur de cet institut, le docteur Michael Zankou, Mesdames et Messieurs. En ce haut lieu de la culture juive, je suis heureux et honoré de pouvoir me joindre à l'hommage rendu au très regretté grand rabbin René Samuel Sira, de mémoire bénie. Sa personnalité et son œuvre exceptionnelle ont marqué la vie du judaïsme français de ces dernières décennies. Au travers des contacts qu'il avait entretenus avec mon père, le grand rabbin Alexandre Safran, de mémoire vénérée, et qui était empreint d'une profonde estime réciproque, j'ai eu le privilège de mieux connaître et admirer l'œuvre du grand rabbin René Samuel Sira. Permettez-moi de partager avec vous une observation dont vous voudrez bien pardonner le caractère personnel. Elle se dégage de la toute première phrase d'un texte récent du grand rabbin Sira qui me semble particulièrement révélatrice de sa perception profonde de la mission de maître spirituel qu'il a animé durant son engagement rabbinique et académique. Le texte en question, M. Sira l'avait significativement intitulé « Le judaïsme, une question de transmission ». Il s'agit de sa préface à la publication posthume en 2011 chez Albert Michel d'un recueil d'études de mon père, Lumière pour l'avenir, réflexion sur le temps et l'éternité. Il débutait ainsi. Parmi tous les textes rédigés et les discours prononcés par le grand rabbin Alexandre Safran, ancien grand rabbin de Roumanie puis de Genève, héros de la résistance juive aux nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, maître éminent des études juives en Europe durant plus de 6 décennies, parmi tous ces textes, l'hommage vibrant rendu par un fils et disciple fervent à son père, le Gaon de Bacău, en Roumanie, reste l'un des plus émouvants et des plus admirables. Et d'ajouter que ce témoignage d'amour filial explique en grande partie la carrière remarquable qui fut celle d'un fils digne de marcher sur les traces de son père. Et de citer encore le passage talmudique, la proximité intellectuelle et religieuse d'un disciple avec son maître, la proximité vaut tous les enseignements du monde. Talmud de Berarot 7b. Oui, pour le grand rabbin Sira, le judaïsme est bien une question de transmission. Au travers de son message, nous identifions la ligne directrice de son admirable engagement qui l'a notamment conduit à permettre la diffusion de l'enseignement de l'hébreu et du judaïsme au niveau scolaire national et à l'école des langues orientales ou par la fondation de l'Institut universitaire Rachi à Troyes. Elle n'est pas étrangère non plus à son fort engagement dans le dialogue judéo-chrétien ainsi qu'à la constitution de la chaire UNESCO pour la connaissance réciproque des religions du livre et l'enseignement de la paix.
Ce fut certainement la raison, également, qui le conduisit à accepter alors l'invitation du professeur Carole Yankou à assumer la première présidence de l'Institut Maïmonide. Ce dernier s'est magnifiquement imposé en France comme l'un des principaux centres de rayonnement de la culture juive, initialement sous l'impulsion visionnaire du professeur Carole Yankou et de Madame le professeur Daniel Yankou-Agou, et actuellement sous la éminente présidence de Madame le professeur Mireille Adas-Lebel et la direction brillante de Monsieur Michael Yankou, docteur en histoire. Rien n'est fortuit. C'est ici, à Montpellier, que l'Institut a pris racine, sur cette terre du Languedoc, lieu historique de la transmission des cultures depuis tant de siècles. Aux membres de la famille du grand rabbin Sira, ici présent, je prie d'accepter l'expression de ma profonde sympathie, que sa mémoire leur soit une source de bénédiction. À présent, veuillez accueillir M. Frank Engrowski, psychologue, directeur des études de l'Institut universitaire d'études juives Elie Wiesel à Paris. Chère famille Sirat, chère famille Yankou, chers amis, le regretté grand rabbin et professeur René Samuel Sirat, qui nous a quittés après une longue et lumineuse trajectoire intellectuelle et spirituelle, a multiples visages. Je souhaite mettre en lumière une seule dimension de son itinéraire, dimension à laquelle nous, à l'Institut universitaire Elie Wiesel de Paris, nous sommes particulièrement attachés, le dialogue des interprétations. Autrement dit, la rencontre entre les courants spirituels de notre temps, qui est une véritable révolution intellectuelle à laquelle René Samuel Sirat a contribué avec intelligence, sensibilité, courage et passion. Car le monde postmoderne nous convoque à oser une confrontation inédite des idées des trois familles historiques du tronc monothéiste abrahamique, judaïsme, christianisme, islam. C'est le projet d'une circulation libre, créatrice, originale et féconde des idées et des lectures des héritiers contemporains de Maïmonide, d'Averroès et de Thomas d'Aquin. Et nous trouvons dans cet ouvrage collectif, captivant et riche, dont vous avez vu l'image sur l'écran, juifs, chrétiens, musulmans, lecture qui rassemble, lecture qui sépare. Édition Bayard 2007. C'est une œuvre qui éclaire à la fois les convergences incontestables, mais aussi les divergences non moins incontestables de ces trois mondes doctrinaux. Trois penseurs se sont attelés à cette tâche. Le théologien juif René Samuel Sirat, le théologien chrétien Monseigneur Olivier de Béranger et le théologien musulman Youssef Sadik, qui vont se rencontrer pour explorer à la lumière de leurs sources respectives les portraits des grandes figures de l'aventure biblique. Caïn et Abel, Abraham, Agar et Ismaël, Joseph, Moïse, Jonas, David, la figure du Messie. Et les trois auteurs de réfléchir au drame de Caïn et Abel, les premiers frères de l'histoire, la première fratrie de l'humanité, mais aussi le premier conflit entre les hommes, le premier acte de violence, le premier meurtre, un fratricide. Et les trois exégètes de s'interroger
pouvons-nous dire à l'aube du XXIe siècle sur cette tragédie très souvent comprise comme un mythe, comme une légende ou comme une histoire antique, selon les idées des uns et des autres. Pour chercher une réponse à cette question qui traverse le siècle et les millénaires, dans une quête interminable, René Samuel Sirach analyse un commentaire médiéval de la tradition orale judaïque, le Midrash Tanhuma, qui pose la question sur quoi se disputent les deux frères. Et il donne le sage la réponse suivante. Ils se disputent au sujet de la propriété. Propriété de la terre tout entière. Propriété du bétail. Propriété de tous les biens, de toutes les terres. Propriétaire de tout le patrimoine terrestre. Il y a là une volonté d'emprise sur le monde matériel avec une forme paroxystique. Tout avoir, ne rien partager. La querelle de deux enfants d'Adam et d'Ève se solde par le meurtre du frère cadet Abel, victime du frère aîné Caïn. On ne saurait réduire le récit de la Genèse à une banale anecdote ou un mythe antique de l'Orient sémitique. Et René Samuel Sirach est proposé dans la plus pure tradition exégétique juive un commentaire du commentaire. Il écrit: c'est donc l'instant de propriété qui est la cause du premier conflit entre les hommes, de la première violence et la cause aussi du premier assassinat. Bref, selon Sirach, Caïn n'est pas une marionnette passive entre les mains d'un destin, n'est pas une poupée entre les mains de la fatalité le poussant au crime. Il est libre, il jouit du libre arbitre, il a la liberté de faire le bien, mais aussi la liberté de faire le mal. Et il utilise sa liberté pour détruire une vie, la vie de son propre frère. René Samuel Sirach veut traduire en termes modernes cet épisode dramatique du 4e chapitre de la Genèse. Il rappelle l'opposition philosophique fondamentale entre liberté formelle et liberté réelle, entre liberté théorique et liberté concrète. Et il écrit: pour prendre le langage des marxistes, on pourrait dire que si Dieu s'était contenté de créer une liberté formelle sans créer la possibilité du mal, cette liberté serait restée uniquement théorique. C'est pourquoi Dieu renvoie Caïn à sa responsabilité. Bref, une liberté totale implique une responsabilité totale. Responsabilité totale de l'homme pour tous ses actes, toujours. Cette analyse du grand rabbin Sirach nous invite à réfléchir sur l'opposition entre récit biblique et mythe grec, les deux sources opposées de l'aventure humaine, Athènes et Jérusalem. Dans le mythe hellénique, qui est le fruit d'une vision païenne de l'univers, le comportement humain est le fruit fatal de la colère arbitraire de l'humanité, de la vengeance tyrannique des dieux de l'Olympe. Alors que dans le récit biblique, des hommes sont libres pour le meilleur et pour le pire. Mais comme le souligne l'auteur, l'homme peut toujours changer de voie
Il n'est pas enfermé dans un itinéraire fatal. Il n'est pas condamné à suivre pour toujours une route maléfique. Essayera de rappeler que dans la vision judaïque, le monde ne peut pas survivre sans la possibilité donnée à l'homme de faire retour. Quel retour? Retour sur soi, retour sur ses actes, sur son passé, possibilité de modifier ses actes, de les transformer. C'est une idée force qui accompagne la pensée juive depuis les temps bibliques jusqu'à nos jours. La lecture de ce bref commentaire, du commentaire par le grand Rabbin Sirat, qui est en dialogue créatif avec les théologies plurielles, nous rappelle cette exceptionnelle leçon d'éthique et de sagesse. Merci. Lecture du discours de Danielle Delmer, historienne contemporanéiste, professeure émérite à l'Université de Lille, cofondatrice et directrice de Safon, revue d'études juives du Nord, par Michael Yampou. Hommage au professeur et grand rabbin de France René Samuel Sirat. L'enseignement de l'hébreu pour tous. En préambule à ma contribution, je remercie les organisateurs de la journée d'hommage au professeur et grand rabbin René Samuel Sirat, particulièrement Michael Yampou, pour m'avoir convié à évoquer des souvenirs qui seront personnels. Je sollicite leurs excuses pour mon absence. Pour des raisons de santé, je me trouve en effet éloigné de Montpellier, que je ne peux rejoindre, et il m'est donc impossible d'être parmi vous. Je sais gré à Michael d'avoir accepté la lecture de ce texte. Je veux me souvenir avec vous davantage du professeur que du grand rabbin. C'est en effet dans le cadre de l'inspection générale de l'enseignement des l'hébreu, dans les établissements scolaires de l'État, que le grand rabbin et mon mari, Jean-Marie Delmer, ont œuvré avec une complicité bien amicale. Les divers hommages rendus immédiatement après son décès ont rappelé à juste titre le souci du grand rabbin de soutenir l'éducation juive. Je n'en citerai que deux, à commencer par celui de son petit-fils, Ariel Danan, qui s'exprimait dans l'hebdomadaire Actualité juive du 16 février 2023. Je cite, « Venu d'Algérie, il a participé à la reconstruction du judaïsme français par l'éducation et l'enseignement de l'hébreu. » Fin de citation. Je continue avec celui de Dana Arbib, enseignant de philosophie à Normal Sud, qui écrivait dans l'Arche, numéro 698 de mai-juin 2023, je cite encore, « Double parcours, un parcours religieux, un parcours laïque, mais toujours marqué par une seule et même préoccupation, une seule et même exigence, l'éducation juive. Voilà pourquoi il fut d'un infatigable militant de l'école juive. » Fin de citation. Alors certes, l'éducation juive était bien l'une parmi tant d'autres des préoccupations du grand rabbin, et pourtant, lorsqu'il accepta la charge d'inspecteur général d'enseignement de l'hébreu dans les établissements de l'État, et non confessionnels, il était habité par une exigence bien plus large, faire reconnaître l'hébreu comme langue vivante accessible à tous les lycéens de France, juifs ou non. Il ne s'agissait nullement d'une ambition prosélyte, loin de lui une telle attitude. Il s'agissait en fait de faire connaître l'hébreu, langue vivante, et j'insiste sur le qualitatif vivant, et la civilisation hébraïque, au même titre que bien d'autres langues vivantes et civilisations. Il s'agissait donc de placer l'hébreu et la civilisation sur un pied d'égalité avec les autres langues vivantes et les autres civilisations. C'était une exigence qui ouvrait les voies de la connaissance du monde juif en milieu scolaire, et par là même les voies de la fraternité entre les jeunes Français qui suivaient cet enseignement. Et c'était bien plus que la seule préoccupation d'éducation juive. Pour illustrer mon propos, je reprends mon témoignage sur la belle aventure de l'instauration d'un enseignement de l'hébreu, langue vivante 3, au lycée d'Azrou, petite localité des Flandres françaises, qui n'accueillait aucun élève juif dans cette région entièrement catholique. J'ai déjà eu l'occasion de la rappeler,
mais il m'est agréable de la répéter devant vous, car cet épisode de la carrière d'inspecteur du Grand Rabbin Sirac n'est connu que du petit groupe d'enseignants d'hébreu qui exerçaient dans les années 70. Le Grand Rabbin avait obtenu en 1972 une charge de mission au sein de l'Inspection générale de l'éducation nationale pour développer l'enseignement de l'hébreu langue vivante. Très rapidement, et on l'a évoqué tout à l'heure, il parvint à instaurer un CAPES d'hébreu en 1973, puis une agrégation en 1978. Il avait à cœur d'exiger de la part des enseignants d'hébreu les mêmes compétences que leurs collègues d'autres langues vivantes. Or, en ce début de la décennie de 1978, Jean-Marie Delmer débutait sa carrière d'enseignant. En 1971, il réussissait l'agrégation des grammaires et en même temps assurait des cours complémentaires à la section d'hébreu de l'Université de Lille, ouverte 10 ans auparavant par la professeure suicidalienne dont il avait été l'étudiant. Son premier poste d'enseignant français lui fut attribué à Hasbrook. Il y retrouvait un condisciple de la section d'hébreu, Didier Van Kostenhoven, où tous deux avaient obtenu une licence en hébreu. Ils firent le pari un peu fou d'instaurer un atelier facultatif d'initiation à l'ivrique pour des élèves volontaires, aucun n'étant joint. Cet atelier se déroulait entre 12h et 14h, après avoir avalé un déjeuner à la cantine, et il imposait 2 à 3 heures d'études supplémentaires par semaine. Le proviseur accepta l'expérience sans hésitation et suivit même quelques heures de cette initiation. Coopératif, il informa l'inspecteur Sirac qui se déplaça de Paris pour évaluer l'enseignement accompli par mon mari. L'inspection fut très concluante. Immédiatement, une grande connivence a uni ces deux pédagogues pour contribuer au développement de l'enseignement de l'hébreu. Rapidement, le Grand Rabbin Sirac obtint un poste d'inspecteur pédagogique régional en hébreu, l'IPR, pour la moitié nord de la France, qu'il attribua à Montmarin, tandis qu'un autre poste d'IPR, pour la moitié sud, revenait à Yossi Cohen de Lyon. Cette fonction, Montmarin l'exerçait à mi-temps, l'autre mi-temps était réservé à ses heures d'enseignement d'hébreu devant les élèves hasbrouckois, tout en continuant à assurer quelques heures complémentaires à la section d'hébreu de l'université lilloise. Dès lors, une grande complicité a uni les deux enseignants. Ils travaillaient de concert pour former leurs collègues débutants. Mon mari recevait les lauréats du CAPES puis de l'agrégation en tant que conseiller pédagogique afin de les former à leur métier. Il se déplaçait pour inspecter les professeurs de l'enseignement public et il rassemblait avec le Grand Rabbin Sirac les enseignants de toute la France dans des réunions pédagogiques. Tous les enseignants d'Ivry étaient conviés à y participer le plus souvent à Paris pour partager leurs expériences professionnelles. Une année, les deux inspecteurs organisèrent pour leurs collègues un séjour pédagogique en Israël. Ils élaborèrent avec l'aide d'autres enseignants, comme Yossi Cohen, Laetitia Lambert ou Monique Ohana, le matériel pédagogique qui manquait: livres, exercices, ressources audiovisuelles pour la classe. Il fallait également mettre en place et faire fonctionner les jurys des concours de recrutement dans l'enseignement secondaire. Eh bien, toutes ces tâches furent accomplies en commun, avec bonheur, avec amitié. Les deux hommes partageaient à égalité le même enthousiasme pour faire connaître à de jeunes juifs français, juifs ou non, et j'insiste sur la mixité du public, la langue et la civilisation hébraïque. J'aime à rappeler que le grand rabbin René Samuel Sirac, surnommé volontiers mon mari, Shabbos Goy, lorsque Lucie le remplaçait un samedi à une réunion au ministère. Mon mari en éprouvait une certaine satisfaction comme preuve de confiance et d'amitié. Cette collaboration dura moins de 10 ans. En 1981, René Samuel Sirac, devenant grand rabbin de France, mon mari venait d'être élu sur un poste de maître de conf en hébreu à l'université de Lille 3. Mais cette amitié perdura et déborda au-delà de la profession. Elle s'étendit à notre famille. Le grand rabbin fit planter un arbre en Israël de l'arrivée dans notre foyer de l'un de nos fils. Elle déborda aussi au-delà de la disparition. Durablement, après le décès de mon mari en 1997, il m'envoyait un message de réconfort lors des anniversaires de sa disparition. Je termine cet hommage et ses souvenirs par une belle citation du grand rabbin Sirac. Il avait en effet accepté de participer au numéro 50 de la revue de Safon de décembre 2005, consacré à son fondateur, Jean-Marie Delmer. Il rédigea un article intitulé « Jugement face à Dieu, jugement face aux hommes », qui commentait le verset 1 des Rois, chapitre 3, verset 28, et qu'il dédicaça à la mémoire de Jean-Marie Delmer, je cite, « que son souvenir soit béni ».
Il alla plus loin dans son témoignage amical, en m'adressant personnellement une lettre, après avoir reçu un exemplaire du mien. Et il a terminé ainsi. Merci. Merci d'avoir rappelé l'amitié qui nous liait, et plus loin, il évoquait les raisons de cette amitié. J'admire tout ce qu'en sa courte vie, il a su réaliser. L'enseignement, la recherche, le contact avec l'autre, avec un grand A. Ce sont ces années de complicité à l'inspection qui apparaissent dans ce témoignage sur les thèmes de l'enseignement, de la recherche et de la connaissance d'autrui, juif ou non. Discours de Carole Yancourt, historienne contemporanéiste, professeur émérite de l'Université Paul Valéry Montpellier. Mon propos s'intitule René Samuel Syrah, homme de foi, enseignant d'élite et promoteur de l'amitié entre juifs, chrétiens et musulmans. Quel fut le rôle de René Samuel Syrah dans l'introduction de l'hébreu dans les collèges et lycées et dans l'expansion des institutions d'enseignement supérieur consacrées aux études juives? Quelle fut sa contribution au dialogue interreligieux et surtout judéo-chrétien? Qu'a représenté la chaire UNESCO Connaissance des religions du livre et enseignement de la paix, qu'il a lui-même initié et assumé pendant plus d'une décennie? Voici les 3 questions auxquelles je me propose de répondre brièvement. Pionnier dans l'introduction de l'hébreu. J'ai fait la connaissance de René Samuel Syrah en 1972. Je crois que ça fait une cinquantaine d'années, vous voyez. À l'école Yavne de Marseille, où il était venu en visite, et au cours de cette même année, il créa la section ex-Marseille du Centre universitaire d'études juives, ce qu'on appelle le CUEJ, de Paris. Il me confia la tâche de la diriger, fonction que j'ai assumée jusqu'en 1976, lorsque je fus chargé du cours Histoire et civilisation du judaïsme et d'Israël, introduit pour la première fois à l'Université de Provence, à Aix-Marseille 1, grâce au regretté professeur Pierre Biral et avec l'appui de René Samuel Syrah. Tout en assurant ce nouvel enseignement, je me suis investi en étroite collaboration avec le professeur Syrah dans ce qui fut pour lui une véritable mission morale et culturelle, l'introduction de l'hébreu dans les collèges et lycées dans les principales villes du Midi de la France. Il me conseilla de prendre contact avec les responsables des vrais établissements publics afin de les inciter à demander, à travers le rectorat, puis en inspection générale, d'accepter l'ouverture des classes d'hébreu. À partir des demandes de parents d'élèves, je poursuivis des démarches auprès de ces derniers, de nombreux chefs d'établissement, ainsi qu'auprès du rectorat. Des demandes finirent par être transmises au ministère de l'Éducation nationale, où elles furent accueillies favorablement grâce à René Samuel Syrah, dont le rôle en tant qu'inspecteur général d'hébreu fut déterminant. C'est ainsi qu'on a abouti à la nomination d'un professeur à Aix-en-Provence dès la rentrée 1976-1977, puis dans 3 établissements, le collège minier et les lycées Cézanne et Zola. L'exemple d'Aix-en-Provence a été suivi par la ville de Marseille, où à partir de septembre 1978, environ 150 élèves ont pu suivre des cours d'hébreu au collège Pierre Puget et au lycée Montgrand, Perrier et Saint-Charles. Après Aix et Marseille, l'hébreu a pu être introduit à Montpellier, dans les lycées Clémenceau et Mas-de-Tesse, et enfin à Nice, au lycée Masséna, toujours avec l'appui de M. Syrah, même après 1980, lorsqu'il fut élu grand rabbin de France, et dû, en raison de son devoir de réserve, renoncer à sa charge d'inspection générale auprès du ministère de l'Éducation nationale. Ainsi, grâce à René Samuel Syrah, l'hébreu fut introduit dans de très nombreux collèges et lycées en France. Parallèlement à cette activité en faveur de l'hébreu, à ses propres enseignements à l'INALCO et dans d'autres universités parisiennes, René Samuel Syrah est à l'origine de la fondation de plusieurs institutions d'enseignement universitaire qui ont déjà été rappelées par d'autres intervenants. Je veux mentionner ici aussi son intérêt que porta René Samuel Syrah aux travaux de l'équipe de recherche juif arménien
et chrétienne d'Orient, que j'ai fondé et co-dirigé avec mon collègue et ami ici présent, je crois, le professeur Gérard Dédéan, à l'université Paul Valéry, une équipe, seule équipe en France sur ce sujet qui a perduré 12 ans, de 1996 jusqu'en 2004. Il participa à plusieurs de nos manifestations scientifiques et nous envoie un message très chaleureux à l'occasion de la parution des actes du colloque du génocide des Arméniens à la Shoah, typologie des massacres du XXe siècle, paru aux éditions Privat 2015. Concernant le dialogue interreligieux et surtout judéo-chrétien, René Samuel Serra a noué très tôt les premiers contacts afin d'intégrer l'association de l'amitié judéo-chrétienne de France, fondée à Paris en 1948, grâce aux efforts de l'historien Jules Isaac. Et il est agréable d'annoncer, Michael l'a dit déjà, la tenue du colloque Le siècle de Jules Isaac, amitié, affinité, héritage, que nous allons organiser à l'université Paul Valéry le 5 et le 6 septembre cette année. Le 5 septembre, c'est le jour exactement du décès de Jules Isaac. Il est décédé en 1963 et à l'occasion du cinquantenaire de ce décès, nous allons organiser ce colloque et on commémore aussi cette année le 75e anniversaire de la fondation de l'amitié judéo-chrétienne de France. Donc, effectivement, René Samuel Sirach apprécia le fait que les statuts de la nouvelle association prenaient un dialogue fraternel, proclamant le combat contre l'antisémitisme et le rejet de toute forme de prosélytisme dans les termes sans équivoque. Il n'est pas étonnant qu'il s'y engagea pleinement, contribuant à son développement. Devenu membre du comité d'honneur de la JCF, il participa le 27 octobre 1986 à la réunion interreligieuse consacrée à la paix qui a eu lieu à Assise, où il a rencontré Jean-Paul II. Ce dernier fut le premier pape qui est entré dans la synagogue de Rome, le 13 avril 1986. C'est Jean-Paul II aussi qui est à l'origine de l'établissement des relations diplomatiques avec l'État d'Israël en 1993. Impliqué étroitement dans le dialogue judéo-chrétien par des rencontres avec des catholiques, protestants, orthodoxes, René Samuel Sirach a eu un rôle majeur dans le règlement de l'affaire du Carmel d'Auschwitz, qui se concrétisa par le départ des Carmélites en 1993. Il m'a longuement parlé du pape Jean-Paul II, qui dut intervenir lui-même pour cette solution et qui a condamné partout l'antisémitisme dans sa Pologne natale à Auschwitz, en Allemagne et en Israël, où il a fait un voyage exceptionnel en 2000. Il est important de souligner, et Michael l'a rappelé, qu'il faut accueillir à Jérusalem au Kotel par René Samuel Sirach. À propos des relations entre l'Église catholique et le judaïsme français, il a insisté sur l'importance de la déclaration de repentance sur le concept de Teshuvah du 30 septembre 1987 des évêques de France concernant la persécution des Juifs sous le régime de Vichy. Son action constante en faveur du dialogue interreligieux a été reconnue une année plus tard, le 20 octobre 1998, le Centre pour la compréhension entre Juifs et chrétiens, le Center for Christian Jewish Understanding de l'Université de Sacré-Cœur de Fairfield, Connecticut aux États-Unis, lui décerna le prix Nostra Aetate, en même temps qu'au cardinal Jean-Marie Lustiger. Dans sa conclusion de son allocution intitulée « Que pouvons-nous apprendre, nous juifs, de Nostra Aetate ?» évoquant son propre engagement et les progrès du dialogue interreligieux, René Samuel Sirach souligna la nécessité, entre guillemets, de rajeunir les cadres. Maintenant, la chaire UNESCO, Connaissance des religions du livre Enseignement de la paix. Sur le plan international, la plus grande reconnaissance de ses multiples réalisations et de ses mérites s'est matérialisée en 1998 par sa nomination en tant que directeur de la chaire UNESCO, Connaissance des religions du livre Enseignement de la paix. Cette chaire s'est proposée d'encourager le dialogue interculturel fondé sur les valeurs de fraternité et de respect réciproque par la révision des manuels scolaires pour éliminer l'intolérance et l'appel à la violence par l'étude comparative et pluridisciplinaire des trois religions du livre, avec l'exclusion de toute tentative de prosélytisme et de syncrétisme. Et enfin, l'éducation à la paix et à l'esprit de tolérance. À la conférence inaugurale de l'UNESCO, l'invité d'honneur a été Alexandre Safran,
grand rabbin de Genève et ancien grand rabbin de Roumanie, qui a présenté un impressionnant discours sur l'éthique du judaïsme. Dans le cadre de la chaire, René Samuel Sira a prononcé régulièrement des conférences axées sur les relations interreligieuses, invitant de très nombreuses personnalités, parmi lesquelles le cardinal Albert de Courtrai sur les relations juifs-chrétiens et le professeur Mohamed Harkoun sur le Coran et les relations juifs et musulmans. C'est à partir de l'idée originale du professeur Sira que cette chaire a mis en place une faculté de théologie itinérante des religions du livre, et a pu organiser une dizaine de sessions, des colloques de haut niveau avec des universitaires, théologiens, personnalités du monde économique, scientifique et politique. Je souhaite en rappeler seulement 2 qui ont eu lieu à l'étranger et auxquels j'ai eu l'honneur de participer. Il s'agit d'abord de la 3e rencontre Espérance d'Abraham, le dialogue interreligieux, du 30 avril au 3 mai 2000, qui a eu lieu à Ifrane, au Maroc, où le professeur Sira donna une exceptionnelle conférence très applaudie par les hôtes marocains. L'autre rencontre, la 7e, où en est le dialogue interreligieux entre le judaïsme et les églises orthodoxes et protestantes, point d'interrogation, s'est tenue à Cluj en Roumanie, le 28 octobre 2003. Le professeur René Samuel Sira a fait une forte impression, aussi bien par la teneur de sa communication, relatant l'évolution du dialogue interreligieux depuis la conférence de Silsberg en 1947 jusqu'à la visite du pape Jean-Paul II à la synagogue de Rome en 1986, que par sa personnalité rayonnante et chaleureuse. Cette visite en Roumanie s'est poursuivie à Bucarest, 29-30 octobre 2003, où le professeur Sira a tenu un cours sur Samuel Joseph Agnon et la littérature hébraïque contemporaine à la faculté des lettres et a participé à la présentation officielle de son livre « La tendresse de Dieu », traduit en roumain suite à ma suggestion. Quelques années plus tard, cette même université, l'une des plus importantes de Roumanie, devait lui conférer le 18 avril 2007 le prestigieux titre Doctor Honoris Causa, et les photos qui vont peut-être aussi suivre encore, vous verrez une partie de cette cérémonie, lors d'une impressionnante cérémonie à laquelle j'ai eu l'honneur d'assister. Malheureusement, après plus d'une dizaine d'années après sa création, je ne peux pas entrer aujourd'hui dans les détails, la chaire UNESCO Connaissance des religions du livre et enseignement de la paix a été dans l'obligation de cesser ses activités pour des motifs politiques. Le professeur Sira n'a pas cessé cependant ses efforts en vue de rapprochement entre judaïsme et islam, poursuivant les relations avec des intellectuels et clercs musulmans ouverts au dialogue. Il a été invité au Maroc à l'inauguration officielle de l'Institut œcuménique Al-Mouraka de Rabat, qui a eu lieu le 20 septembre 2014, une année après son installation à Jérusalem. Il a insisté par vidéoconférence sur, je cite, l'urgence du dialogue interreligieux, sur le devoir des responsables religieux de former des cadres religieux dans l'esprit du respect de l'autre, qui est différent, afin de supprimer toute forme de préjugés. Homme d'une foi profonde, René Samuel Sira fut un pédagogue d'élite, promoteur passionné de l'amitié entre juifs, chrétiens et musulmans, un homme d'ouverture, un émissaire de la paix. Je vous remercie. Pour clôturer les hommages et discours de ce soir, Madame Marie Vidal, écrivaine. La voix prononça 2 mots hébreux, Riski ou Insi, qui me bouleversèrent. C'était la voix de l'éditeur d'Albert Michel il y a 26 ans. La voix au téléphone lut la traduction des 2 mots « Soyez forte et pleine de courage ». Telle est la formule biblique écrite par le grand rabbin René Samuel Sira pour la préface de mon livre « Le Juif Jésus et le Shabbat ». Il me remerciait de mon projet de mieux faire reconnaître la tradition juive à mes frères chrétiens.
La formule énoncée pour le jeune Josué est répétée 7 fois le jour de Shabbat. Avant de m'encourager ainsi, le professeur et grand rabbin René Samuel Sira s'était tenu silencieux et étonné. Dans sa préface, il donne au lecteur de participer à sa méthode pour discerner. Depuis des siècles, chaque juif s'interroge quand il rencontre un chrétien, car il connaît les pires effets du regard catholique sur sa famille. Il sait que son peuple Israël a souvent été spolié de sa vitalité et de sa spiritualité. Sur le chemin de sa réponse, le grand rabbin s'arrêta. Il pensa au serviteur d'Abraham arrêté au bord d'un puits. Le serviteur était chargé de trouver une épouse pour le fils de son maître. Il regardait la jeune fille puiser l'eau pour lui et ses chameaux. Celle-ci avait-elle hérité de la fourberie de l'araméen son père, ou bien déployait-elle les gestes généreux de son oncle Abraham, l'amant de Dieu? Telle est la première étape du discernement, se tenir silencieux et mesurer longuement le projet de la personne en vis-à-vis. Deuxième étape, donner un long enseignement sur la Torah et sur le jour de Shabbat. Pour cette étape centrale du discernement, le grand rabbin Sira s'appuie sur Hillel. Lorsque les gens se rapprochent de la Torah, diffuse-la. Lorsque les gens s'en éloignent, retire-la. Troisième étape, le grand rabbin Sira nomme Israël le peuple joyau de l'humanité. Il se réjouit de l'imminence de la prophétie de Zacharie, où les nations reconnaissent les Juifs en disant « Dieu est avec vous ». Mais simultanément, il pose des barrières contre le syncrétisme et contre toute volonté de prosélytisme. Prosélytisme car des baptêmes de Juifs ont lieu encore chaque année au prétexte d'accomplissement. Mais en ce début juin 2023, la Conférence des évêques de France a édité ce livre « Déconstruire l'antijudaïsme chrétien ». Déconstruire l'antijudaïsme chrétien. Cet ouvrage, si vous lisez la première page, cet ouvrage est dédié à la mémoire du grand rabbin René Samuel Sira, figure éminente du dialogue judéo-chrétien et ami de la paix. Contre le syncrétisme, car il convient d'éviter le grand mélange, tel ceux qui s'agrégèrent aux Hébreux sortant d'Égypte. Il convient aussi de ne pas utiliser des chrétiens formatés à la théorie de la substitution, ce serait un prétexte pour ne pas bouger, et il conviendrait de former des chrétiens affranchis de la théologie de la substitution. 3 étapes. Mais la Torah montre 3 patriarches et 4 matriarches. De même, dans son chemin de discernement, le grand rabbin René Samuel Sira montre une 4e étape qui rejoint l'étape centrale de la Torah et énonce les 2 mots hébreux que j'ai cités au début, Riski ve'insi, soyez fortes et pleines de courage. C'est un appel vers les jeunes, que dans les années à venir, des Juifs puissent discerner les attitudes de jeunes chrétiens ayant écouté leurs enseignements et leurs attentes. Les Juifs leur diront « Razak » ou « Risku ve'insu » soyez forts et courageux. Les appels lancés par les Juifs ont provoqué chez les chrétiens des chocs et des dérangements à la face du monde. Grâce à ces appels entendus, et selon les chapitres des Pères, le monde tiendra. L'Église catholique sera renouvelée, saine, responsable, sans s'approprier ni la Torah ni le Shabbat. La vocation actuelle des catholiques ne se fonde pas sur l'appréciation d'une collectivité qui se donnerait ses propres critères. L'Église catholique ne peut s'autoproclamer comme l'unique sachante du judaïsme. Elle a besoin d'écouter et d'être jeune. La Torah implique une jeunesse, elle n'est surtout pas ancienne. Merci, Monsieur le grand rabbin René Samuel Sira, pour votre parole d'encouragement qui m'apporta, il y a 26 ans, la densité de mon histoire et me révéla que je devais encore et encore puiser de l'eau.